Donc à un moment donné, est-ce que c'est pas une façon justement d'endormir le peuple en disant ben ne vous inquiétez pas, on pense à vous, mais en fait, on ne peut rien faire. On ne Mais peut. tout ce que vous dites, je le note. Je vous l'ai dit en première partie, la question de la souveraineté est extrêmement Essentiel, oui. importante. Ouais, Elle est ouais. Mais essentielle. j'ai l'impression que vous n'allez pas au bout du guet, c'est-à-dire c'est un peu, vous avez identifié le problème, mais il n'y a pas de solution pour résoudre. C'est-à-dire, Mais je sais que je n'avance pas, j'ai la jambe coupée, mais je ne sais pas comment je fais. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, je prends un exemple. Je prends un exemple, un peu comme un handicapé qui se dit j'ai une jambe coupée, je sais que j'ai ma jambe coupée, mais j'ai pas de solution. J'ai pas dit ça. Je sais qu'il me faudrait faire une prothèse, mais je sais pas si je dois le faire ou Bien pas. sûr, mais la question de la souveraineté du peuple, elle est essentielle. On l'a déjà dit, c'est au peuple de décider comment évolueront les institutions en France. Quel sera le lien avec l'Union Donc européenne vous ou pas. organiserez un référendum sûr, c'est sûr ça. Ça veut dire qu'il y aura un référendum. Imaginons le Front de gauche, il gagne À partir du moment où il y a un mouvement pour prôner une sixième république, là-dessus, il est évident que les institutions seront refondées et les liens avec l'Union européenne seront redéfinis. Mais tout cela, je le dis bien. C'est qui va faire la constitution? C'est à la Chouard, une constitution? D'ailleurs, vous connaissez. Et il va y avoir une constitution. Vous connaissez Étienne Chouard, non? Étienne Chouard, j'en ai entendu. D'accord. Mais la question, justement, si on part vers la fondation d'une sixième république, en effet, c'est pour qu'elle s'exprime à travers la souveraineté du peuple. Mais c'est pas une coquille vide, c'est encore la sixième république. Parce que qu'est-ce qu'on va mettre dedans? C'est quoi une sixième république? On dira la même chose de Chavez au Venezuela, puisqu'il a appliqué le même... vous savez l'histoire de Chavez, avec le mouvement 5e République, où justement il est parti un petit peu dans ce... je pense que c'est clairement... Non, mais Chavez, ce processus. il avait une ligne quand même directrice qui était assez lisible. J'ai l'impression que là, je manque de lisibilité dans la conduite politique. C'est-à-dire, ok, d'accord, il y a un problème avec l'Union européenne, mais on ne sait pas, on va peut-être la ligne, République, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a dans cette République? C'est quoi? On reprend la 5e, on en invente une autre Mais justement, la définition, elle sera établie à travers l'Assemblée constituante. Ah oui, mais cette Assemblée constituante, c'est qui? C'est les députés? C'est l'Assemblée composée de qui? Vous savez, parce que si c'est bien sûr que non. J'ai l'impression c'est un peu on les mêmes, on recommence. Il va y avoir une élection et les personnes qui formeront l'Assemblée constituante n'auront pas la possibilité d'être élues après. Ça, c'est le principe de choix. C'est intéressant déjà. On me dit d'ailleurs, on me dit, est-ce que la sixième, quels seraient les grands principes de cette sixième République? Et on me dit aussi, dans une sixième République, dans une Europe verrouillée, quel intérêt, tu vois? Ça, c'est les gens qui me disent ça. Ils ont tout à fait raison. Quel intérêt, si l'Europe est verrouillée, comment on va faire une sixième République? Ça va être compliqué. Il faut d'abord sortir de la prison. Parce que là, on va dire, comment on va faire une République qui va reprendre... Parce que attention, les traités européens sont dans la Constitution française à l'heure actuelle. Et on ne pourra pas s'en soustraire, parce que dans le traité européen, je rappelle, petit article quand même très important du TUE ou du TFUE, je ne sais plus, mais en tout cas qui fait que le droit français est inférieur au droit européen. Le droit européen est supérieur au droit français, c'est-à-dire une directive européenne sera toujours supérieure aux directives françaises. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de pouvoir législatif. Il suffit que l'Europe ne soit pas d'accord sur quelque chose, et le pouvoir supranational passe au-dessus du pouvoir national. Donc, comment faire une sixième république? Moi, je m'interroge. Parce qu'une sixième république, je prends un petit exemple, pour bien comprendre. Dans la sixième république, on dit, on se réunit, on dit, on veut des services publics, on veut nationaliser EDF. On veut arrêter cette privatisation. On veut qu'EDF soit une entreprise publique. C'est interdit par les traités européens. Comment on fait? Puisque les traités européens nous disent clairement, interdit. Pas de monopole d'État, ils ont une formulation... je vous réfère l'article, je ne sais plus combien, 32 ou 34, je ne sais plus, du TFUE. Mais le principe d'une assemblée constituante, c'est bien sûr de s'exprimer sur toutes ces questions. Mais c'est le pouvoir à un moment donné, parce qu'on va dire, on sera d'accord sur le principe. Quand on dit qu'on veut donner le pouvoir au peuple à travers cette sixième république, c'est justement ça. C'est que il faut que le peuple puisse se saisir. On n'a pas pu passer toutes ces années à condamner le traité de Lisbonne
qui était... Qui nous met là aussi dans cette histoire de service public. C'est noir sur blanc. C'est exactement ce que je vous dis. C'est pour ça que là, j'ai l'impression qu'on revient en arrière. On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Quand même, tout est lié. J'ai pris volontairement cet exemple parce que c'est très lié. Moi, je dis, il y a une 6ème République. On veut des services publics en France. C'est interdit par les traités européens. Comment on fait pour concilier une 6ème République et les traités européens? Mais je ne sais pas où est le problème. Vous avez la réponse dans votre question. Ben non. Comment on fait pour concilier? Non, vous allez être amené nécessairement, si l'Assemblée constituante le dit, de sortir des traités européens. C'est logique. Ah. Mais quand on dit on va mettre la souveraineté du peuple au centre de... Et alors imaginons cette souveraineté du peuple. C'est au peuple de décider, c'est ce qu'on dit. D'accord, alors dans ce cas on est bien d'accord. Imaginons que dans cette souveraineté du peuple, maintenant, les aspirations du peuple, elles, sont contradictoires avec celles du parti de gauche. Par exemple, sur l'immigration. On va reprendre un sujet bien polémique. Voilà, imaginons que les aspirations du peuple, dans une démocratie, on va dire dans une éventualité où on lui demande son opinion, lui s'exprime, le peuple, et dit nous on ne veut plus d'immigration. Du tout. Est-ce que le Front de gauche, lui, justement le parti de gauche, lui soutiendra encore cette assemblée constituante? Je ne suis pas dans l'idée que le peuple accepte ça. J'ai pris un exemple, ça peut arriver. Bien sûr, mais avec des si, on refait un monde. Ah oui, mais le si, il est là pour la question d'avant. Mais c'est pour montrer, est-ce que à un moment donné, dans votre assemblée constituante, s'il y a une contradiction avec l'idée, une idée politique défendue par le Front de gauche d'une certaine façon, et que l'assemblée constituante, elle, défend quelque chose qui est contraire, est-ce que vous l'accepteriez? Il y a un socle qui se définit naturellement, donc qui est de toute façon... Parce qu'il n'y aura pas que des gens du parti de gauche dans cette assemblée constituante. En théorie, si c'est rendre le pouvoir au peuple, c'est à tout le monde. Il y aura des gens de droite, des gens de partout. En théorie, bien sûr, il n'y en aura pas. Mais tout ça pour que ça arrive, il faut que bien sûr Mélenchon soit élu aussi sur la base d'un programme politique et tout ça. Ouais. Donc nécessairement on peut très largement penser que Mélenchon, qui d'ailleurs là-dessus sur les questions d'immigration n'y va pas de main morte, hein. Lui là-dessus il le dit à travers une formule qui est très claire, c'est que le problème c'est pas l'immigré. Il dit qu'il y a trop de blancs, j'entends. Il a dit ça. Il a dit il y a trop de non-blancs, de blancs. Moi, je suis pas bien quand il y a des blancs. Non, mais rentrer dans ces débats. Il a dit ça ou pas? Non. Il a dit je suis pas bien quand il y a trop de blancs. C'est pas moi qui le dis, c'est Mélenchon. Il a dit je ne suis pas bien quand je suis entouré que de blancs aux yeux bleus. Voilà. Mais attends. C'est gentil pour les blancs aux yeux bleus. Non, mais non, ce qu'il dit, non. Je pense que là-dessus, il faut prendre des citations comme ça, tronquées, c'est pas tout à fait tronqué, là, comment? C'est pas tout à fait tronqué, c'est pas tronqué. J'ai pris une citation, moi je l'ai vue. Cette séquence, je l'ai vue. Non, mais la question, c'était parler de l'uniformité de la chose. Être dans une société uniforme, en effet, là-dessus, il expliquait qu'il ne pouvait pas l'être. Parce que là-dessus, il y a une diversité qui est naturelle et qu'il faut... uniforme d'ailleurs, j'ai eu du mal à comprendre. C'est quoi une société uniforme? Quand vous dites, bon, il y a plein de blancs aux yeux bleus, voilà, quand je parle d'uniformité, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que le but, c'est d'accepter la diversité au sein d'une société. C'est tout. Maintenant, je sais pas, moi sur cette phrase-là, il n'y a rien qui m'a choqué quand je l'ai vu dans le contexte dans lequel elle a été appliquée. Mais bon, après, j'ai pas de problème particulier avec Mélenchon et sa vision sur l'immigration, loin de là, au contraire. Et d'ailleurs, il définit quelque chose qui est très clair, c'est que le problème, c'est pas l'immigré, c'est le financier. Le problème dans ce pays, parce que là, je pense qu'on a beaucoup parler d'immigration, mais il y a une autre chose dont il faut parler à mon avis, c'est la question de la répartition des richesses qui est extrêmement importante et savoir comment aujourd'hui ces richesses sont réparties
On est sur une politique qui est typiquement une politique de l'offre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense essentiellement à soigner les entreprises. D'ailleurs, on a vu Manuel Valls à l'université d'été du MEDEF, et on a vu de nouveau Manuel Valls devant le grand patronat allemand se faire ovationner parce qu'il défendait ce concept de la politique de l'offre qui consiste à accorder des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, et cadeaux fiscaux qui de toute façon seront reconvertis naturellement en dividendes pour les actionnaires. Et on l'a vu puisque les derniers résultats ont montré une augmentation de 30% des dividendes. Et moi, c'est surtout là-dessus que je veux parler, sur le fond de cette politique-là, qui n'est absolument pas une politique de gauche au sens où on l'entend, puisque la politique de gauche n'a jamais été dans la politique de l'offre, elle a été plutôt dans une politique de la demande. C'est-à-dire que c'est la demande, c'est la consommation qui doit stimuler le fonctionnement de l'économie. Oui, enfin en France. Bien sûr. Mais la politique d'offre, ça revient à quoi en gros? On donne de l'argent aux entreprises pour faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, sans aucun... La politique de l'offre, c'est aussi ce que fait l'Union européenne, c'est-à-dire ouvrir toutes ses frontières et se faire concurrencer des produits chinois à bas prix, avec des bien sûr, à travers un dumping social, on est d'accord. Maintenant, voilà. Oui, mais ça pourra jamais changer. C'est-à-dire qu'on pourra se battre, on pourra parler pendant 10 ans en disant oui, mais moi je veux me battre pour les ouvriers, je machin. Si on ne change pas ces règles économiques-là, ça ne changera pas. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, il n'y aura pas de relancement de croissance, il n'y aura plus d'ouvriers français, déjà quasiment plus, il n'y aura plus d'industrie dans ce pays et c'est terminé. Parce que le problème, il est cette concurrence déloyale. Comment les Français pourront-ils... On a mis les Français en concurrence avec 1 milliard de Chinois, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est de la folie. Et je comprends pas à un moment donné, c'est comment au parti de gauche on va rétablir la balance, parce que le problème, il vient pas que des patrons, pour moi. Il vient des traités, de comment on gère. C'est-à-dire que le politique doit... Les patrons, eux, ils sont là pour dire, les politiques, barrez-vous de l'économie. On ne veut pas en entendre parler, quoi. On veut gérer tout seul. C'est Rocard qui nous l'a dit, un homme de gauche encore, qui a dit, oui, il faut laisser les entreprises gérer. Donc on laisse les entreprises. Ça, c'est ce que pensent les patrons. De l'autre côté, on nous dit, de l'autre côté, les politiques, ah, mais nous, on ne peut plus gérer. Voilà, on n'a plus les moyens de gérer. Il faut qu'il y ait un retour du politique dans l'économie. On parlait de Chavez, lui, il concevait que ce soit le politique qui gère l'économie et pas l'inverse. Il l'a expliqué plein de fois, c'est le politique doit être fort dans l'économie. Bien sûr. Et comment on va revenir à ça au front de gauche sans sortir de l'Union européenne? Puisque là, sans ça, on n'a pas les moyens, donc comment on va revenir à une politique forte économique en disant... Tout tourne autour de la question institutionnelle, autour de l'Union européenne. Quand même, je vois pas d'autres moyens. Je vois pas d'autres moyens. Mais d'abord, pour pouvoir dire qu'il faut sortir de l'Europe, il faut, à mon avis, définir ce que doit être une politique aujourd'hui progressiste. C'est quoi ça, une politique progressiste? Il y a deux choses qui comptent dans une politique de progrès au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Parce que si on veut parler de Chavez, il faut aussi parler du rapport à la nature qu'il avait. Quand nous parlons d'écosocialisme... Oui, éco-socialisme, j'allais y venir en plus, parce que j'ai entendu ça tout à l'heure, l'expression, et je m'interrogeais, justement. C'est quoi l'éco-socialisme? Vous avez vu... C'est pas les Verts quand même. Hein? C'est pas les Verts. On a parlé de Chavez. Chavez parlait d'écosocialisme. On rassure, parce que... Non. Parce qu'on pourra en parler après l'alliance avec les Verts, parce que vous êtes quand même un peu à la même table, quand même. Il y a eu pas mal d'alliances. Oui, mais... oui, notamment à Grenoble avec Eric Piolle. Non, on est d'accord. Mais là-dessus... Ça tombe bien qu'on tombe sur l'écosocialisme, mais pourquoi la politique de l'offre n'est pas adaptée justement à ce... D'abord, déjà, ce qu'il faut être capable de concevoir, c'est qu'on est dans un monde fini. Donc avec des ressources qui sont finies. Le capitalisme a tendance à vouloir uniquement mettre la logique du profit matériel au-delà de toute
Donc les capitalistes en tant que tels n'ont aucune vision de leur gestion des ressources en tant que telles. Or, c'est pour ça que je parle d'une politique de progrès, car le capitalisme est en train de nous amener vers des tréfonds qui sont dangereux, dans la mesure où il fait en sorte que nous oublions ce avec quoi nous construisons, nous fabriquons, tous les objets de notre vie quotidienne. Ouais. On est en train de consommer nos ressources naturelles au-delà de leur capacité de régénération. Ce qui veut dire qu'un jour, on en arrivera forcément à avoir une planète sur laquelle les conditions survie même de l'espèce humaine et de toute espèce vivante peuvent être altérées et gravement altérées. Donc toutes ces conditions-là, il faut être capable de les intégrer au sein même de notre corpus idéologique et politique. Chavez l'avait fait. Il n'a pas été le seul. Rafael Correa aussi. Ouais, Rafael Correa en Équateur. En Équateur, avec la question du parc Yasuni et toutes les nappes pétrolières qu'il y avait en dessous. Et où il avait demandé justement à être aidé par la communauté internationale, et où il s'est retrouvé obligé d'exploiter une partie de ce pétrole-là. Donc, la politique éco-socialiste, c'est une politique qui comprend que la vision productiviste, telle qu'on se l'est toujours représentée, est dangereuse. Donc, clairement, une politique progressiste, pour nous, elle ne peut pas être productiviste. Elle est nécessairement antiproductiviste. Et elle remet au centre de nos réflexions différentes façons de penser qui n'ont rien à voir avec ce que le capitalisme provoque. Jusque-là, je me suis fait suivre. Ouais. Voilà ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas évoluer dans une bonne société sans prendre en compte également les contraintes écologiques qui s'exercent sur notre environnement de vie. Mais alors, voilà. Ouais, d'accord. Donc, c'est ça l'écosocialisme. C'est ne pas croire que suffise uniquement l'étude des conditions de vie entre les hommes, entre eux-mêmes. Voilà. D'accord, là c'est très ambitieux pour la rénovation du système, j'ai envie de dire. Mais alors cette alliance, est-ce que avec les Verts, ça s'inscrit un peu dans cette politique éco-socialiste? Nous, on essaie de l'inscrire dans cette politique éco-socialiste. Parce que les Verts, c'est que justement, j'en reviens, je suis un peu monomaniaque de l'Union européenne, mais quand même, les Verts sur l'Union européenne, ils sont fabuleux, parce que sur le site des Verts, il y a les cartes que soutiennent les Verts, donc le projet de la Commission européenne, sur les eurorégions. Et ce projet-là, c'est ni plus ni moins que le démantèlement des nations, des États-nations, puisqu'on donne l'indépendance aux régions. C'est la véritable indépendance des régions. D'ailleurs, si Valls fait son projet, c'est aussi pour le mettre en rapport avec ce projet d'eurorégion. Moi, les Verts, j'ai entendu la responsable nationale des Verts. Emmanuel Cos. Non, c'est comment? C'est Cécile Duflot ou Emmanuel Cos? Alors, c'est pas elle, c'est une des responsables qui était venue devant, donc c'était Emmanuel Todd, à France 5, dans une émission télé où elle a déclaré que la France devait devenir une région de l'Europe. Et on lui a dit, mais attendez, vous en appelez à la fin de la France? Elle a dit oui. Donc voilà le positionnement des Verts. Oui, il y a pas mal de réactions. Non, ça, on y a déjà... Voilà, on me dit, voilà, quel est son avis sur Jean-Vincent Placé? Justement, c'est pour ça qu'il vient de déclarer que le Sénat n'était pas proportionnel à la représentation de la population française et qu'il y avait trop de blancs, selon lui. C'est un peu exagéré. Ou alors, il y a plein de gens qui me disent, ok, on est d'accord, mais dans ce cas-là, réduisons les communautés pour ce qu'elles représentent. Évidemment, c'est pour dire, bah voilà, le nombre de juifs, lui, est bien plus important proportionnellement par rapport à la population française. Inversons les tendances. Mais après, t'as Elisabeth Lévy sur le dos qui va nous dire, il y a trop de quoi, il y a trop de quoi. J'ai pas cette vision-là qu'on doive
étudier les gens en fonction de leur religion, de leur capacité. C'est ce que fait Jean-Vincent Placé. Mais Jean-Vincent Placé, en effet, le fait, et c'est une erreur monstrueuse, mais bon... C'est ce que fait Horia Boutelja. Horia Boutelja, vous connaissez, les indigènes de la République, soutenus par le PS. Elle le fait constamment. Elle a même inventé le terme de sous-chien pour désigner les Blancs. Oui, c'est terrible parce que... Elle n'a pas été condamnée d'ailleurs pour ça, je le rappelle. Elle a été relaxée. Ça là-dessus, bien sûr, c'est des choses à condamner. On est bien d'accord là-dessus. Bon, en même temps, Jean-Vincent Placé, il n'en est pas... Il n'en est pas à la première absurdité près, quoi. Je suis désolé, mais bon, c'est comme dire que l'échantillon du progrès se situe de l'UDI jusqu'au Front de gauche. Quand on voit ce que l'UDI défend et ce que le Front de gauche défend... Moi, j'ai entendu Mélenchon, je cite Mélenchon. Pour lui, la gauche va de Olivier Besancenot à Bernard-Henri Lévy. Je cite Besancenot. Mélenchon, pardon. C'est une citation de Jean-Luc Mélenchon. Je sais pas, j'aimerais bien voir cette citation. Ah, je peux... Mais en tout cas, pour moi... je crois que c'était dans On n'est pas couché. Je le dis clairement, Bernard-Henri Lévy n'a rien à voir avec la gauche. Il n'a absolument rien à voir avec la gauche, dans la mesure où on l'a vu impliqué sur à peu près toutes les questions de guerre et tout ça. On l'a vu sur la Libye. Oui, alors d'ailleurs on me dit que le Front de gauche n'est pas clair justement sur les questions géopolitiques. Et c'est vrai qu'on n'entend pas, Mélenchon, je l'entends trop rarement, dénoncer le rôle tenu par les États-Unis, l'OTAN. Pourquoi par exemple c'est pas inscrit dans les statuts du Front de gauche, du parti de gauche, la sortie de l'OTAN? Ça paraîtrait cohérent dans la logique de souveraineté, de reprise en main, de dire nous on veut sortir de l'OTAN. Est-ce que d'ailleurs le Front de gauche veut sortir de l'OTAN, le parti de gauche? Est-ce que la question de l'OTAN? Je vais discuter rapidement de ces questions. De géopolitique, parce parce que dire que Mélenchon ne s'exprime pas contre l'impérialisme américain, ça me fait limite sauter de ma chaise, parce qu'il l'a fait bien des fois, énormément de fois. Il a déjà défendu ce que devaient être nos relations avec l'Amérique latine, par exemple, où il a été l'un des seuls, je dis bien l'un des seuls responsables politiques à dénoncer l'histoire dont je parlais avec Evo Morales, puisque tout le monde s'est couché en France, il y en a eu très peu qui en ont parlé. Il a été... Mais bon, il a eu des propos contre l'Iran, il n'a pas été... Il a été l'un des seuls politiques à s'exprimer clairement sur la question du conflit du Moyen-Orient dernièrement. Ça, il faut clairement... on me dit pourquoi soutenir Chavez puis ensuite descendre Kadhafi. C'est vrai, c'est pas logique. Puisque Kadhafi était soutenu par Chavez, soutenu par un tas de gens. Donc c'est vrai qu'il y a une logique. Il a descendu Kadhafi, c'était pas logique, dans l'absolu. C'est complètement incohérent, puisque Kadhafi c'est une guerre de l'OTAN, on sait très bien aujourd'hui, la Libye c'est quoi? C'est le désastre, le chaos avec des islamistes et des tribus qui... je sais pas, je comprends pas trop en fait le positionnement. On a l'impression que c'est pas clair géopolitiquement. Il a descendu l'Iran aussi, Mélenchon, il a mal parlé de l'Iran, oui, il faut contraindre l'Iran, etc. On comprend pas. Alors, sur l'Iran, ça s'explique quand même. Parce qu'aller en Iran et aller voir le régime théocratique qui est là-bas, parce que je suis régulièrement en contact avec des politiques iraniens, et c'est vraiment terrible ce qui se passe là-bas sous l'égide du guide religieux. Parce qu'il y a des enfants là-bas qui se font pendre, qui sont âgés de 15-16 ans, tout simplement parce qu'ils demandent à ce que les libertés individuelles soient respectées en Iran. Il y a un régime là-bas où moi-même je ne suis pas d'accord avec Chavez, mais c'est quelque chose j'assume. J'ai aucun problème avec ça. Quand Chavez disait à la suite de l'élection
d'Ahmadinejad que c'était une journée extraordinairement, excusez-moi, démocratique, je suis pas d'accord. Mais pourquoi? Parce que l'Iran, je veux dire, Ahmadinejad de son temps, qu'est-ce qu'il a fait d'antidémocratique? Il est reparti d'ailleurs dans la vie civile, on l'a vu. C'est un simulacre de démocratie là-bas. Même Ahmadinejad. Nous, on est mal placé pour leur donner des leçons de démocratie. Ahmadinejad. Des simulacres. Nous aussi, on vit dans un simulacre de démocratie. C'est un régime purement théocratique où c'est le guide religieux qui décide de tout et n'importe quoi. Ici, c'est un régime laïque et c'est la même chose. On a quelqu'un qui décide de tout et n'importe quoi, sauf qu'il n'est pas religieux. C'est une oligarchie sous une autre forme, c'est clair. Mais cela dit... On pourrait parler de certaines communautés qui ont beaucoup de pouvoir, mais bon, on n'en parlera pas. Cela dit, ce qui est clair, c'est que ce qu'il se passe là-bas, les exactions qu'il y a là-bas, et qui sont très peu... Mais c'est hypocrite ça, parce qu'il y a des exactions en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, on traite les gens comme des esclaves, on leur retire leur passeport, ils travaillent 12 heures par jour comme des chiens. Hypocrite de quoi? C'est-à-dire qu'on ne sait pas sur le même plan, on dénonce que les Iraniens, c'est pas... Non, j'ai parfaitement parlé de ce que je pensais de l'Iran. Moi, je peux en parler sans aucun problème. Le Qatar, l'Arabie Saoudite. Oui. Parce que ça, on n'en parle jamais, c'est des alliés à nous. Oui, mais de ce qui se passe en Centrafrique aussi, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Pourtant, là-bas, il y a des populations musulmanes qui sont persécutées, qui sont en exil et tout ça. Ouais, mais quel est le rôle de la France dans cette affaire? Moi, je m'interroge. Bien sûr, des gens qui viennent du Tchad, il y a l'armée française sur place qui a moyen de les arrêter, qui les arrête pas. On les laisse passer, puis après on dit on doit intervenir pour les vider. Il y a de quoi en parler. Il y a la Birmanie, il y a... Mais bien sûr, mais ça, bien sûr, les Rohingyas en Birmanie qui sont massacrés, bien sûr. Donc, à mon avis... et on a entendu Aung San Suu Kyi qui trouve ça très bien, et personne ne s'émeut de ça. Aung San Suu Kyi, figure prix Nobel de la paix, droits de l'homme, etc. Moi, je l'ai entendu sur cette question, elle a dit les Rohingyas sont pas des hommes. Et sur la question de la Palestine, eh bien, on a bien vu aussi l'influence qu'avait le CRIF sur le président de la République. On est bien d'accord là-dessus. Carrément, bien sûr. Dire je ne suis ni israélien, ni pro-israélien, ni pro-palestinien. Ce n'est pas quelque chose qui doit se dire. C'est de la part d'un. Et défendre le droit à la sécurité d'Israël de cette manière-là, et dire, et j'y vais et je ne mâche pas mes mots, que Tsahal est une armée et non pas un terroriste. Pour moi, l'armée Tsahal est une armée de terroristes. Il est clair. Par contre, ils emprisonnent des enfants de ça. Bien sûr, on est bien d'accord. Ils exécutent des gens, ils détiennent des gens arbitrairement, des procès. Maintenant, moi, je me suis exprimé sur les réseaux sociaux par rapport à la question du Hamas, parce que quand je suis parti dans les manifs, beaucoup de tenants des médias dominants m'ont posé la question du Hamas. Est-ce un mouvement terroriste ou pas? J'ai expliqué sur les réseaux sociaux pourquoi je refusais de qualifier ce mouvement de terroriste. Pourquoi? Parce qu'il a été élu démocratiquement. Alors, il y a la question de l'élection démocratique qui en effet se pose, et en effet, le mouvement a été élu, mais il y a autre chose, et ça relève tout simplement du bon sens. On le voit ici, les médias font en sorte que le Hamas paraisse comme le terroriste. Pour moi, là-dessus, le vrai terroriste, c'est celui qui a tué des civils, c'est celui qui a... Et c'est le Hamas, quand on regarde le nombre de morts du côté israélien, la plupart sont des soldats. Une très très grande partie, les 90 à 95% sont des soldats. Tsahal a tué plus de la moitié de leurs victimes étaient des civils, une grande partie des femmes et des enfants. La voilà la vérité. La voilà la vérité. Le Hamas, il est là, mais je ne refuserai de le qualifier de terroriste tant que les résolutions internationales ne seront pas appliquées. Tant que, aujourd'hui, l'État d'Israël évolue en toute impunité. C'est une vérité. C'est une vérité. Est-ce que vous faites le lien entre justement cette attitude d'Israël sur le terrain complètement qui bafoue toutes les lois internationales, on va dire, et l'attitude des représentants, alors là je vais
je vais aller sur les représentants de la communauté qui se prétend sioniste, on va dire, mais qui représente la communauté juive, enfin qui prétend représenter en tout cas une partie de la communauté juive, et qui, elle, a aussi cette attitude absolument de soutien inconditionnel à l'Israël. Et on entend là-dessus, on ne va pas reciter BHL évidemment, mais on pourrait citer d'autres gens plus importants, on pourrait citer DSK, on pourrait citer Elisabeth Lévy, on pourrait citer toutes les nombreuses personnes qu'on a vues, on a notre cher Premier ministre qui a parlé d'un attachement éternel à Israël. C'est pas moi, c'est Manuel Valls. Oui, de par sa femme, Tobiane Kalevitch et tout ça, voilà. Oui, j'ai bien vu la citation. En effet, il y a de quoi s'indigner de cette filiation qu'un Premier ministre français se donne. De la même façon qu'il faut condamner clairement toutes les personnes, tous nos ressortissants qui vont servir Tsahal les armes à la main. Alors oui, j'en ai vu, Klarsfeld, Patrick Bruel, Arthur, tous ces gens qui soutiennent Tsahal, qui vont dans l'armée israélienne. Donc, mais est-ce que, question aussi subsidiaire, est-ce que on doit condamner aussi ceux qui vont faire l'armée en Algérie, au Maroc, etc. Est-ce qu'on doit les mettre sur le même plan? Attends, je veux comprendre là-dessus ce parallèle, parce que là, quelqu'un qui va, pour moi, c'est une double allégeance, c'est-à-dire c'est le principe de la double allégeance. Non, mais de toute façon, on demande directement. Il n'y a pas de double allégeance concernant l'Algérie. Moi, par exemple, on m'a demandé soit si je devais, puisque je suis franco-algérien, si je devais passer mon service militaire en Algérie ou ma journée d'appel à la défense ici. Donc j'ai décidé de passer ma journée d'appel à la défense ici. À ce moment-là, l'Algérie m'a demandé le consulat d'Algérie m'a demandé de les prévenir et de faire en sorte que j'ai pas de service militaire à faire. En tout cas, j'ai pas eu à faire les deux. Voilà ce que je tiens à dire. Maintenant, voilà, ce qui est différent avec Israël, c'est que là-dessus, ce sont des ressortissants français qui vont servir là-bas, pas que français. Oui, mais on peut imaginer le même cas, c'est pourquoi j'ai parlé d'Algérie, parce qu'on peut imaginer le même cas de ressortissants français d'origine algérienne qui ont la double nationalité, qui vont faire leur armée en Algérie, puis qui reviennent en France après. Est-ce que c'est pas la même chose que ces Israéliens? Est-ce qu'on ne sont pas sur le même plan? Non, je ne les mets pas sur le même plan. Pourquoi? Parce que, en effet, moi je serais plutôt tenant à ce que là-dessus les ressortissants français fassent leur service militaire ou leur service ou leur journée d'appel à la défense ou quoi que ce soit ici, ça c'est clair. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que les deux contextes sont pas... Enfin, l'Algérie n'est pas en train de coloniser une terre, c'est différent. Là-bas, on est dans une œuvre de colonisation. Non mais ça, c'est pareil. On est dans une œuvre de... C'est du point de vue, nous, notre point de vue. Eux, de leur point de vue, ils vont vous expliquer par A plus B que c'est pas une colonisation, que c'est une terre, qu'elle leur appartenait, qu'ils étaient déjà là, etc. Ils auront tout un tas d'arguments pour dire que c'est pas une colonisation. Non mais... c'est le fait de la double nationalité. Du point de vue du droit, bien sûr, moi j'ai vécu ça, et je vais vous dire là-dessus, comme ça va être clair, ce qu'on a fait par rapport à la Palestine. À Aubervilliers, on a fait en sorte de s'exprimer à différents niveaux sur la question palestinienne. Quand les massacres ont commencé, on a installé une banderole où on demandait la levée du blocus et le cessez-le-feu immédiat. On avait déjà fait ça. On a organisé un rassemblement où on a défini la position d'Aubervilliers vis-à-vis de la colonisation israélienne, et où on a dit qu'on voulait que soit respecté le droit international et des sanctions pour l'État d'Israël. C'était, à mon avis, très clair. J'ai fait en sorte, c'est comme ça que vous m'avez connu, de participer un maximum aux manifestations, quelles qu'elles soient, et peu importe qu'elles soient interdites ou pas, parce que je considérais que là-dessus, quoi qu'il arrive, l'insurrection, sur un cas comme celui-là où on nous refusait la liberté d'expression, l'insurrection était le plus important des devoirs. Donc il y avait
tout ça, sur lequel, en effet, à Aubervilliers, on s'est mis à discuter sur mon sujet. Ça n'a pas été mon seul... j'ai créé un gala de solidarité qui s'est déroulé le 21 septembre également, qui s'est très bien passé, où nous avons reçu le maire de Bédiala, qui est la ville jumelée avec Aubervilliers. Nous lui avons exprimé notre soutien, et il nous a prévenu sur ce qui se passait actuellement en Cisjordanie. Ça nous a même permis d'apporter aux gens une information sur ce qui se passait là-bas, sur les 400 hectares qui étaient de nouveau annexés, sur la suite de la construction du mur de séparation, qui expropriaient de leurs terres 58 familles. Ça, il faut le savoir aussi. 58 familles expropriées de leurs terres, jetées comme des chiens. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que j'en vois beaucoup parler de ces débats-là, mais il faut savoir sur quelle est la réalité. Ça continue encore. C'est pas fini. On va nommer lors d'un prochain conseil municipal Marwan Barghouti, citoyen d'honneur. Donc, je pense que sur la question, en effet, palestinienne, nous sommes une municipalité parmi les plus actives. Nous ne sommes pas la seule. Il y a Stein qui l'a déjà fait citoyen d'honneur. Il y a Valenton qui l'a fait, qui a fait même une allée Marwan Barghouti. Et nous avons même relayé l'appel de Marwan Barghouti où il appelle la communauté internationale à faire payer à Israël le prix de l'occupation. Donc nous sommes sur cette question très claire. Sur la question de Gaza, là-dessus, il faut le savoir, les massacres ont été tels que même s'il y a eu un cessez-le-feu aujourd'hui, le blocus n'a été en rien levé. Les conditions n'ont pas vraiment changé. Donc c'est aussi une revendication à porter le plus haut possible. Et actuellement, on est en train de noyer le poisson avec la question de l'État islamique, où on a Marine Le Pen et compagnie qui appellent les musulmans à se désolidariser des assassins, soi-disant Hervé Gourdel et compagnie. Moi je le dis, et là-dessus, les musulmans n'ont pas... Moi, cette campagne Not in my name, je ne m'y suis pas associé, parce que si ces assassins ont commis des crimes, j'ai absolument pas à m'en sentir solidaire, dans la mesure où je ne leur reconnais aucune légitimité pour parler au nom de l'islam. Aucune légitimité. Ni Chalgoumi, ni... de même que bien sûr, mais de même que je ne la reconnais pas, c'est Laquette, Chalgoumi et de Birbache. Je le dis, ce sont de vrais laquais. Donc moi, j'ai pas l'intention de dire là-dessus que sur la question de la Palestine, le Hamas est un mouvement terroriste. Personne ne me le fera dire. Et d'ailleurs, qu'il ne se fasse pas avoir, parce que Israël, la France et tout ça ont demandé à ce que la bande de Gaza soit démilitarisée, soi-disant pour lever le blocus. Mais c'est absolument... C'est une erreur, mais monumentale si elle est faite. C'est une erreur monumentale parce que tout ce qu'attend de Tsahal, c'est de pouvoir attaquer derrière. Donc il faut vraiment pas qu'il se fasse avoir. Et là-dessus, l'unité palestinienne, c'est celle qui l'amènera à la victoire. J'en suis persuadé. Il ne faut pas que... Aujourd'hui, le Hamas, c'est quoi? C'est ce que hier, Israël faisait avec le Fatah. Mais on nous dit, c'est vrai, on nous dit que oui, si Mélenchon et le Front de gauche étaient vraiment contre la politique israélienne, ça fait longtemps qu'ils auraient dû dénoncer le CRIF, la LICRA et les réseaux sionistes en France, les interventions de bellicistes de BHL et arrêter le double discours de soutien à la Palestine. Tout le monde peut soutenir la Palestine, Valls l'a bien fait en son temps, lorsque c'était bénéfique politiquement. C'est vrai que Valls, avant, il faisait des discours pro-Palestine quand il était à Évry, et puis... quand il est passé dans le grand monde, il a oublié, et puis tout d'un coup, son discours est devenu complètement sioniste. Il est passé de l'autre côté. Parce qu'on sait que c'est quand même c'est la chape de plomb, quoi. C'est-à-dire que au-dessus d'un certain niveau, on a l'impression qu'il n'y a plus aucun homme politique
pour nous expliquer la situation. Vous êtes au courant quand même au Front de gauche. Et d'ailleurs, ça c'est deux questions que j'aimerais bien vous poser. C'est, est-ce que vous connaissez l'existence de ces groupes extrémistes comme la LDJ, le Bétard, qui sont des groupes, on sait très bien, d'extrémistes juifs, sionistes, qui, voilà, un personnage comme Ulcan, je ne sais pas si vous connaissez non plus, une personne qui appelle les gens au téléphone, qui harcèle, qui crée des malaises, il y a des gens qui font des crises cardiaques, puisqu'il fait des canulars téléphoniques, mais bon, c'est même pas des canulars. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Parce qu'eux sont jamais dénoncés. Et ma deuxième question, qui est quand même corrélée à la première, c'est qu'est-ce que vous pensez également des groupes antifa qui sont soutenus, alors là pour le coup complètement intégrés à parti de gauche et à tous les partis d'extrême gauche. Les groupes qu'on appelle antifa, hein, évidemment. C'est-à-dire c'est des groupes qui agissent comme moi, comme la FDJ, hein, qui sont un peu des groupes de pression, ils empêchent les gens de se réunir, ils empêchent... Je suis pas d'accord pour qu'on mette les antifas et les organisations... LDJ c'est pareil, LDJ. ils agissent de la même façon, il n'y a pas de différence dans les agissements.